T'est-il déjà arrivé de rentrer d'une journée épuisante, le cœur serré, submergé par les émotions des autres, ou accablé par un stress que toi seul semblais ressentir aussi intensément? Et dans ces moments, as-tu déjà pensé « je vais me faire un verre pour me calmer et ça peut pas me faire de mal ». Si oui, alors cet épisode il est fait pour toi. Aujourd'hui, on va explorer ce lien subtil mais puissant entre l'hypersensibilité et l'addiction, et notamment sur l'alcool. Pourquoi les hypersensibles sont-ils particulièrement exposés aux addictions et surtout, comment sortir de ce piège? Reste là, on en parle tout de suite. Hypersensible haute couture, le podcast pour les hypersensibles, par une hypersensible. À ta mesure, sur toutes les coutures. À ta mesure, sur toutes les coutures. L'hypersensibilité et l'addiction, notamment à l'alcool, peuvent être effectivement intimement liées. Les hypersensibles ressentent des émotions avec une intensité supérieure à la moyenne. Et cela peut inclure des émotions positives comme négatives. Dans le positif, moins d'impact, me direz-vous. Et en même temps, des fois, j'avais fait un épisode sur la joie qui disait que la joie demande d'être partagée. Sinon, si on reste tout seul, un peu trop systématiquement, avec sa joie, on peut finir par tomber dans la tristesse. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est plutôt les émotions négatives comme l'anxiété, la tristesse, le stress. Et ces états émotionnels intenses peuvent être difficiles à gérer. Et il peut y avoir des moments où on aurait envie de se tourner vers, en tout cas, quelque chose qui va atténuer ou anesthésier ces émotions envahissantes. L'alcool en fait partie parce qu'il agit comme un dépresseur du système nerveux central et du coup ça offre une sensation temporaire de calme et de réconfort. Le système nerveux central qui joue un rôle prépondérant dans les émotions, mais pas que, qui va être en charge de contrôler et de réguler les fonctions essentielles. Alors il y a la motricité, l'équilibre, la perception, c'est lui aussi qui va capter tout ce qui est au niveau sensibilité, les sens, audition, odorat. Et on voit là le lien en fait entre l'importance d'agir comme une façon d'intervenir sur le système nerveux central pour avoir une sensation, quand il s'emballe sur une sensation, une émotion, pouvoir temporiser et ramener du calme et du réconfort. Caroline Claes, qui est une chercheuse spécialisée en psychologie, a été particulièrement reconnue pour ses travaux sur les mécanismes de régulation émotionnelle chez les individus souffrant de troubles sévères de l'usage d'alcool. Et dans une de ses thèses où elle étudiait les mécanismes de régulation émotionnelle chez les alcoolodépendants, elle a montré comment on peut améliorer ses compétences émotionnelles avec l'abstinence. Et en fait, on comprend mieux avec ses recherches les facteurs émotionnels impliqués dans l'addiction. C'est pourquoi j'ai voulu parler dans cet épisode des addictions, notamment je commence avec l'alcool, mais j'y reviendrai avec sur d'autres sujets, parce qu'en fait, nous sommes particulièrement sensibles avec notre gestion émotionnelle parfois compliquée, et que cela pourrait être un réflexe de compensation en fait immédiate quand nous sommes un peu trop stressés, quand nous avons besoin de calmer une émotion difficile après une journée stressante ou après une journée où on aurait subi par exemple plusieurs strokes négatifs. Ça pourrait être un réflexe comme un anesthésiant face à la souffrance.
pour parler de ce sujet, je vous propose une interview avec Sylvain Rouget qui aide les entrepreneurs à reprendre le contrôle sur leur consommation d'alcool. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que dans cette interview, il va nous expliquer un peu comment ça arrive, quoi. Comment il y a comme un processus d'addiction, comment ça commence, comment ça s'ancre en fait, comment on y revient et comment du coup ça perdure, pardon. Et du coup ça fait comme une habitude et ça devient ensuite ce qui était à la base comme un calmant, une reconnexion au calme devient un vrai problème et un vrai emprisonnement. Voilà. Donc je vous laisse avec Sylvain et je vous retrouve en fin d'épisode. Bonjour Sylvain, Bonjour Catherine. je suis ravie d'échanger avec toi aujourd'hui. On ne se connaît pas depuis longtemps, mais c'est vraiment le peu qu'on a échangé là déjà ces derniers temps m'ont donné envie d'en savoir un peu plus et puis de faire en sorte que nos auditeurs euh, soient un peu plus éclairés sur le sujet qui nous anime. Je dis nous parce que toi, c'est ton sujet, mais nous, chez les hypersensibles, comme je le disais en intro, euh, on est j'aime- candidat, j'aime pas trop ce mot-là, mais Oui, on aurait comme un terrain propice à. Voilà. Donc, je pense qu'avec tout ce que tu as à partager, nos auditeurs vont pouvoir avoir peut-être prise de conscience, oui, voilà, et puis quelques clés aussi pour voir comment s'en sortir. Et puis, je reviendrai là-dessus, mais il y a dans ce phénomène d'addiction, oui, l'accompagnement, pour moi, est primordial. oui, Quelque chose qu'on a du mal à faire tout seul quand même. Voilà. c'est vrai. Bon, après ces quelques mots sur l'espace. Alors, Sylvain, déjà, est-ce que tu pourrais nous dire un peu qui t'es? Alors qui je suis? Je m'appelle Sylvain Rouget, j'ai 57 ans. Pour mon CV, j'ai trois enfants, trois grands-enfants, et je vis actuellement dans la Drôme. Et qu'est-ce que je peux dire sur moi, si ce n'est que j'ai eu pas mal de vies différentes. J'étais aussi bien cadre, mais beaucoup entrepreneur. J'ai eu plusieurs sociétés, acheté, revendu, créé. Et puis actuellement, eh bien, j'ai une activité dans une entreprise que j'ai créée où j'installe des studios de jardin chez des particuliers. Mais à côté de ça, j'ai créé cette activité d'accompagnement des entrepreneurs et des cadres, des personnes qui ont des responsabilités, beaucoup de pression, pour les aider à arrêter de boire de l'alcool, en fait, pour les aider à reprendre le contrôle sur leur consommation d'alcool. Parce que c'est quelque chose que j'ai vécu il y a quelques années, Mhm. qui m'a pénalisé, qui m'a rendu malheureux, et j'ai envie d'aider les personnes à se sortir de cette situation beaucoup plus rapidement que moi je ne l'ai fait. D'accord. Ça t'a pris combien de temps, toi? Moi, j'ai consommé de l'alcool environ une vingtaine d'années, alors avec des hauts et des bas, hein, des fois pas du tout, des fois une fois par jour, des fois une fois par semaine, des fois des grosses bringues le week-end, et puis des fois, tous les soirs, donc suivant les époques. Et j'ai toujours voulu arrêter en fait. Après quelques années, en fait, après 4 5 ans, je me suis aperçu que ça nuisait à mon efficacité, que ça me rajoutait de l'angoisse, que ça m'empêchait de dormir. Mais j'ai mis quand même pas mal d'années à arrêter totalement et à comprendre surtout comment me sortir de cette addiction, parce que c'est vraiment une addiction, c'est une drogue, l'alcool. On s'en rend pas compte au début, on pense que c'est positif, ça peut être festif, mais avec le temps, ça devient une drogue. Comment tu as fait, du coup, pour t'en sortir? Parce que ce que j'entends, c'est que tu l'as fait seul ou parfois tu as eu des accompagnements. Alors j'ai fait seul parce que
Bah, parce que j'avais beaucoup de honte en fait. Le fait de pas arriver à arrêter tout seul, c'est très culpabilisant. Pourquoi on arrive à gérer des équipes, à mettre en place des projets, créer des boîtes et on n'arrive pas à côté à arrêter de boire un verre. Donc j'étais très, comment dire, j'avais honte. Hein, c'était mon ego qui parlait. J'avais honte. Et puis je voulais pas rencontrer dans les groupes de parole des personnes que je pouvais connaître aussi, parce que je voyais pas mal de monde dans le business et j'avais pas envie de me confronter à ça. Peut-être que j'avais pas envie d'en parler ouvertement aussi, beaucoup de pudeur et puis de culpabilité. Donc j'ai tenté pendant des années de m'en sortir seul. Et ce qui m'a fait vraiment bah, réussir, on va le dire, c'est de comprendre comment l'alcool fonctionnait, comment il fonctionnait au contact de mon cerveau et de mon corps. Donc je me suis documenté, j'ai beaucoup lu et j'ai compris en effet au bout d'un moment que l'alcool n'avait rien de positif pour moi, mais vraiment rien. Et à partir de là, quand tu mets dans la balance les choses positives et négatives, ben là la balance elle était complètement décalée. Et c'est un peu comme dans le film Matrix. Je prends souvent cet exemple pour ceux qui connaissent. Mm. Une fois que tu as pris la pilule rouge et que tu vois l'envers du décor, ben, tu peux plus revenir en arrière. Une fois que tu sais, tu peux plus revenir en arrière. Donc j'ai su comment ça fonctionnait. Et à partir de là, je me suis arrêté instantanément. Et ça fait bientôt 3 ans et j'ai aucune envie de reprendre. C'est complètement stoppé. J'ai des bières au frigo, j'ai du vin dans le placard, j'ai des amis qui viennent régulièrement, ma compagne boit un coup de temps en temps. Mais ça ne dérange absolument pas et ça me donne aucune envie, mais vraiment aucune. Donc voilà comment j'y suis arrivé. Et je me suis pas basé sur la volonté parce que pendant de longues années, je croyais que c'était la volonté qui faisait tout. Et comme beaucoup d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que je me disais, bah voilà, je suis fort, je vais pas boire et je bois pas. Et ça pouvait durer des semaines, des mois même. Mais la volonté, bah c'est ce que j'explique, c'est comme une batterie de téléphone. Hein. Au début de la journée, elle est pleine, et puis au fur et à mesure, bah elle baisse, et puis il suffit d'un petit coup dur ou d'un petit coup de moins bien, et puis on boit un coup. Alors que moi, j'ai pas ce problème puisque c'est pas la volonté qui me permet d'arrêter. Et comment on fait, tu parlais de la petite pilule rouge, là, la prise de conscience, oui, dans tout changement, c'est vraiment ce qui, c'est l'étape une, mais le déclic qui fait que tu vas te renseigner et que tu commences entre je consomme, voilà, et je vais me renseigner sur les méfaits de l'alcool. C'est quoi le déclencheur? Le déclencheur, j'ai du mal à l'expliquer, en tout cas pour ma part, pour mon expérience. C'était un ras-le-bol, je pense, au fur et à mesure, un ras-le-bol de ne pas contrôler cet aspect de ma vie. C'est vrai que j'aime bien contrôler les choses. Je veux dire pas les gens, mais les choses, en tout cas ce que je fais, parce que j'assume mes choix. Et à partir de là, je peux pas me réfugier dans le fait que c'est pas ma faute ou c'est pas moi qui suis responsable de cet état de fait. Donc ça correspondait pas à mon caractère. Il y a un moment, c'était vraiment un ras-le-bol, une frustration énorme de pas pouvoir maîtriser ce comportement en fait. Et c'est ça qui m'a poussé à chercher de l'aide en fait, chercher de l'aide, mais dans les études, dans les livres, savoir comment d'autres avaient réussi à arrêter sans passer par le corps médical, puisque c'est quelque chose j'étais pas prêt. Et d'ailleurs, je me suis aperçu après que beaucoup de personnes qui utilisent ce moyen n'y arrivent pas, puisqu'on encore une fois, on parle de volonté seulement. Donc pour moi, le déclic, c'était ça, c'était une frustration énorme, un sentiment d'impuissance. Et puis à un moment, c'était trop, quoi. Il a fallu que j'agisse. Hmm. Ça, c'est vraiment une dimension, tu vois. Je découvre aussi, moi. C'est bon, déjà, oui, quand on veut, on peut. Ça, c'est Ça marche pas, ça. Ça ça marche se saurait. Et pas. puis, mais il y a ce truc tu parlais de honte, je crois, hein, tout à l'heure, Oui, oh, et de honte, oui, tout à fait. et qui fait que du coup, oui, on peut même pas s'adresser à quelqu'un, Ah peut-être. non, non, j'étais bah, comme tous les gens que je côtoie dans ce domaine. C'est-à-dire que on a tellement honte qu'on n'ose pas en parler autour de nous. On va le cacher au maximum. Parce que c'est mal vu dans la société, parce que pour les autres, ça veut dire qu'on n'a pas de volonté, ça veut dire qu'on se laisse aller, ça veut dire
on s'échappe. Et, oui, oui, c'est vraiment de la honte, hein. C'est pour ça que les gens n'en parlent pas. C'est très très dur d'échanger sur ce sujet. Donc déjà, derrière la prise de conscience, ce que je vois quand même, c'est, et dans ce que tu dois proposer, c'est un espace où on peut venir dire quelque part, mais sans, parce que tu disais, j'ai pas fait les cercles de parole, tout ça, parce que j'avais Non. peur de croiser quelqu'un. Ça, Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas non plus, mais voilà, le monde est petit en fait, hein. oui. Tandis que là, ben, le fait d'avoir quelqu'un en privé, en fait, peut aider aussi. Parce que je vais pas me retrouver, voilà, si je viens te voir, je vais être seule avec toi. Et Dans ce c'est cas, ça. c'est Mm. ça, hein. Voilà. C'est ça, exactement. Moi, je fais de l'accompagnement personnalisé, alors que ce soit en visio ou par téléphone. Comme je travaille sur toute la France, enfin tous les pays francophones, c'est rarement en présentiel. Et en fait, la personne en face de moi, bah, elle comprend très vite que j'ai vécu ce qu'elle a vécu. À partir de là, il n'y a plus de tabou, il n'y a plus de pression, il n'y a pas de jugement, Mm. puisque moi j'ai été dans ses baskets. Donc, elle peut me parler naturellement. Quand on s'adresse à un médecin, par exemple, bah, on a un peu honte parce que et la personne, bah, elle l'a pas vécu, donc on lui explique quelque chose qui est complètement surnaturel pour elle. Même si le médecin, il sait exactement la pathologie, comment ça fonctionne, ce qu'il faut faire en termes de médicaments, etc. Mais il l'a pas vécu. Il sait pas ce que c'est que le craving, d'avoir une envie irrépressible ou d'avoir honte ou de se réveiller en se disant plus jamais et puis le soir on boit un coup. Il sait pas tout ça. Et c'est vrai que l'ayant vécu, bah, la personne que j'accompagne, automatiquement, elle se sent en confiance. Oui, il y a la confiance, il y a l'écoute sans jugement, comme tu dis, C'est ça. et puis il y a la confiance aussi de, tu sais ce que c'est, tu y es passé, Oui. et tu t'en es sorti, donc il y a aussi l'espoir qui vient, tu vois, de se dire, ah ben lui, il va pouvoir m'aider en fait. Exactement. Et Exactement. alors Parce que après, pardon, vas-y. excuse-moi, je dis pas ce qu'il faut faire, en fait. Je dis ce que j'ai fait, ce qui a marché pour moi. Et en fait, j'accompagne les personnes qui me ressemblent. Donc, c'est pour ça que je n'accompagne aujourd'hui pratiquement que des entrepreneurs et des chefs d'entreprise. Et des cadres aussi, mais des personnes qui ont des responsabilités. Ok. J'allais te poser la question justement, les Très bien. entrepreneurs. Et hommes comme femmes? Homme comme femme, oui, oui, tout à fait. Donc c'est l'aspect entrepreneuriat, c'est ça. Entrepreneuriat, management, Hmm. en fait, le fait d'avoir beaucoup de pression au niveau du travail, et puis aussi le fait que souvent, quand on est entrepreneur ou cadre à haute responsabilité, on va passer beaucoup de temps au travail, on va s'impliquer énormément, ce qui veut dire qu'au niveau de la vie personnelle, de la vie familiale, bah, ça va être aussi tendu. On va être très frustré, très frustré. Donc, ça va augmenter la pression. Donc, la pression au travail, la pression à la maison. C'est souvent lié, en fait, dans ce type de poste, en fait. Et ce qui fait que, bah, il y a un moment où on cherche un échappatoire, on cherche à se détendre. Et comme on a appris dans notre société, dans la culture française, que boire un coup, ça détend, bah, naturellement, on vient à ça, même sans y penser, sans penser à mal. C'est-à-dire, on va boire un coup le soir parce que, voilà, ça détend, on a passé une grosse journée, on a bien le droit de se détendre un peu. Puis le week-end, on fait aussi la fête parce qu'on a une grosse semaine. Et résultat, bah, ça s'enchaîne et sans qu'on s'en aperçoive, l'addiction se met en place. Oui, parce que si j'ai été regarder un petit peu ce phénomène de l'addiction, qu'on peut avoir une addiction, elle peut venir, on peut avoir une addiction au sucre, aux Oui, écrans, enfin bon, il y a pas mal de domaines. Ça commence par effectivement une fuite de quelque chose avec une satisfaction immédiate. C'est-à-dire, j'ai envie de baisser la pression, hop, bah, je bois un coup, voilà. Et puis, et c'est là où l'hypersensibilité peut être concernée, c'est tout ce qui est sur l'émotionnel aussi.
j'ai du mal à gérer mon émotionnel, la pression, le stress, euh, je pense dans l'entrepreneuriat, souvent, il faut être en interaction. Si tu es un peu Oui, timide ou autre, l'alcool désinhibe. Donc, au début, c'est la solution un peu miracle, entre guillemets, hein, je mets les oui, mots, et immédiate surtout. oui, Et le oui, c'est vrai. piège, c'est que ce qui fonctionne, à un moment donné, il faut plus de cette même chose pour obtenir le même niveau de satisfaction, parce que le corps s'habitue. Et du coup, c'est toujours un peu plus. Et c'est comme ça, finalement, qu'on arrive dans cette forme d'engrenage. Exactement, c'est le principe d'une drogue en fait, hein. C'est-à-dire qu'on a besoin de plus en plus du produit pour atteindre le niveau souhaité et déjà être normal, agir normalement. Ah, ça c'est très important parce qu'en fait avec l'alcool, bah, on boit, le corps s'habitue et pour avoir le même shot de dopamine, eh ben on a besoin de plus en plus d'alcool et surtout quand on n'en boit pas, eh bien notre niveau de notre niveau de notre niveau normal, en fait, on est en dessous. Expliquer, c'est pas évident, mais c'est-à-dire que souvent, on est angoissé. Donc, on a de l'anxiété, on est angoissé par nos problèmes. Donc, on va boire un coup, on va perdre cette angoisse, mais seulement l'alcool, au bout de quelques heures, nous donne encore plus d'angoisse, provoque plus d'angoisse. Donc, on redescend sous le niveau normal, et pour revenir au niveau normal, on est obligé de reboire quelque chose. Et donc, c'est le cercle vicieux, en fait. Puisque même pour être normal, quelqu'un qui a des problèmes d'alcool va devoir boire. Hmm, Et c'est d'accord. la même chose pour les autres drogues, hein. Oui, moi j'ai été une addict au chocolat à un moment donné. Alors ça Oui. paraît comme ça, on se dit, oh bon oui, c'est moins nocif, mais si, parce que c'est le sucre et puis c'est pas un carré, quoi. Je me souviens Ah que oui, des tablettes complètes, hein. des tablettes complètes, ah Ah oui. oui, oui, oui. Oui. Puis il y a une espèce de truc, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a ce phénomène, maintenant que je comprends mieux à t'écouter, pour maintenir cet état où ça allait mieux, où ça compensait affectivement quelque chose, il y a une on est obligé de toujours reconsommer, parce que très vite, on retombe dans le trou, enfin dans le Oui, vide. Donc ça, et au fur et à mesure, les consommations sont plus importantes, quoi. c'est ça. Et on s'en rend pas compte. C'est très insidieux, en fait. Parce que ça se fait progressivement. Et en fait, on se conçoit jamais comme quelqu'un souffrant de problèmes d'alcool, puisqu'on a toujours autour de nous quelqu'un qui boit plus que nous. Donc, c'est vrai qu'au début, bah, moi, j'ai commencé à boire très tard, hein. Je devais avoir 33 ans. Et en fait, il y avait toujours des gens autour de moi bah, qui buvaient tous les week-ends, qui faisaient la fête tout le temps. Puis après, bah, je me disais, c'est pas grave, donc je bois un coup, pas tous les week-ends. Et puis après, je buvais tous les week-ends, mais je me disais, oui, mais il y en a qui boivent tous les jours. Et puis après, ça s'est enchaîné. Après, si je buvais 3 fois par semaine, je me disais, bah oui, mais il y en a qui boivent tous les jours. Et quand je buvais tous les jours, je me disais, oui, mais il y en a qui se prennent une bouteille de whisky tous les jours. En fait, à chaque fois, tu relativises, en fait. Ton cerveau fait en sorte que tu puisses bah, de pas penser que tu as un problème. Hmm. Et alors que souvent, bah, on s'en aperçoit pas, mais on a un problème avec l'alcool. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un déjà pour prendre conscience qu'il y a un problème? Alors la chose la plus simple pour prendre conscience, c'est de se dire, bon, j'arrête, on va dire, pendant 15 jours, un mois. Voilà. À partir de là, s'il n'y a aucune souffrance, aucun besoin, bah, il n'y a pas de problème. Par contre, si c'est très difficile, à partir de là, on peut se dire qu'on a des problèmes avec l'alcool, oui. Hmm. Ça, c'est le test imparable. Oui, ça, je vais m'en servir, moi, pour le sucre. Ça peut être efficace pour le sucre. D'accord, alors je prends conscience. Et alors après, bon, une fois que tu avais euh, pris conscience pris toutes les connaissances, que tu as été regarder comment on faisait, qu'est-ce que tu as fait d'autre? Bah après, j'ai mis en place aussi des techniques parce qu'au départ, c'est pas évident. Au départ, on passe de quelqu'un qui boit,
donc même socialement, et puis à quelqu'un qui ne boit plus du tout. Et ça, on a la pression de l'entourage aussi. On se met nous-mêmes, hein, parce que la première question, c'est de se dire, bon, ce week-end, j'ai un anniversaire, je suis invité, comment je vais réagir? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais être tenté? Qu'est-ce que je vais dire? Comment on va me juger? Est-ce que je vais passer pour quelqu'un d'ennuyeux, comme le rabat-joie? Est-ce que je vais, voilà, est-ce qu'on va me réinviter après si je bois pas? Donc il y a plein de questions qu'on se pose en fait. Il y a plein de peurs qu'on peut avoir. Donc en fait, tout de suite, déjà les premières semaines, je suis pas sorti pour te dire. Je vais pas faire le fanfaron. Je suis pas sorti parce que je ne savais pas trop comment j'allais réagir. Et puis au bout de 3 semaines, oui, après je suis sorti. Et quand j'étais invité, j'amenais une boisson. J'amenais une boisson que j'aimais bien. Et à partir de là, mais sans alcool, à partir de là, c'était plus facile de dire, bah non, j'ai amené quelque chose, je le bois. Au début, je disais que je faisais une pause, tout simplement. Et ça se comprenait assez facilement. Donc j'ai mis ça en place déjà. Et Mhm. puis dans le business, on fait beaucoup de networking, d'apéro networking, des after-work. Il y a toujours plein d'événements, hein. On est tous dans des réseaux d'affaires. C'est toujours l'occasion de voir quelque chose. Donc à partir de là, il fallait aussi trouver des parades, c'est-à-dire des répliques déjà toutes prêtes, du style bah non, j'ai une grosse journée demain par exemple. Ou, ça va, non, je suis bien avec ce que j'ai, de l'eau gazeuse, c'est parfait. Et en fait, de quand on répond de façon assertive, c'est-à-dire qu'on dit vraiment les choses de façon ferme, souvent ça coupe court en fait, parce qu'on s'aperçoit que les gens sont plus intéressés par ce qu'ils ont dans leur verre que ce qu'il y a dans le tien. Donc du moment que tu as un verre à ces événements, que ce soit avec de l'eau, du coca ou peu importe, bah, tout va bien. Donc j'ai appris à avoir toujours aussi un verre à la main, même Mhm. si c'était de l'eau gazeuse, tu vois. Donc ça évite aussi les polémiques. Et puis j'ai appris très rapidement à ne pas me justifier. Parce que si tu commences à te justifier, je bois pas parce que, voilà, après tu t'en sors plus. Donc il a fallu mettre des choses en place, en effet. Prévoir des répliques à l'avance, c'est-à-dire, je vais à un événement, je sais ce que je vais dire si on me pose la question. Oui, il y a comme une préparation. Il y a une petite préparation quand même pour être sûr de soi, en fait. Donc ça augmente ta confiance en toi quand tu es préparé. C'est ce qu'on fait tous. Donc là, c'est aussi effectif dans ces situations. Et puis après, ça c'est au début. Après c'est naturel. Il y a plus rien à mettre en place. Alors, au début aussi, j'ai un peu vidé mon frigo. C'est-à-dire que j'ai enlevé tous les alcools, je les ai mis dans un placard pour pas que je les vois toute la journée, quoi. À chaque fois, j'ouvre le frigo. Parce que j'étais inquiet. Je me disais, est-ce que je vais être tenté ou pas? Et puis voilà. Puis très rapidement, je les ai remis dedans puisque quand j'ai du monde à la maison. C'est toujours bien de pouvoir accueillir ses invités avec ce qu'ils ont envie de boire, quoi, tout simplement. Je suis pas là pour leur dire de pas boire. Je fais pas de prosélytisme. Je fais pas l'apologie de ne pas boire. Mais par contre, je suis là pour ceux qui veulent justement reprendre le contrôle. Mhm. Ce fameux boire avec modération. Ah, le boire avec modération, c'est une belle invention de l'industrie, de tout le secteur de l'alcool, hein, puisque en fait, qu'est-ce que ça veut dire modération? On ne sait pas. C'est très variable suivant les personnes. Et puis il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas, quand elles ont commencé à boire, elles peuvent pas s'arrêter, ou alors avec la volonté, donc en souffrant énormément. C'est-à-dire que je rencontre beaucoup de personnes qui ne peuvent pas ne boire qu'un verre. C'est comme le carré de chocolat. C'est-à-dire que si on dit à beaucoup de personnes, bah écoute, oui, t'achètes une tablette, mais tu ne manges qu'un carré aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui n'en sont pas capables. Oui, parce que c'est difficile d'arrêter un effet bénéfique immédiat. C'est ça. Soit d'une saveur que tu aimes, soit d'un truc, ça arrête. C'est bon, le cerveau, il n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Donc c'est... Et exactement. Il a compris, en fait. Il a appris, le cerveau, il a dit carré de chocolat, shot de dopamine, je me sens bien,
hop, j'en reveux. Et c'est pareil pour l'alcool, parce que le problème avec l'alcool, c'est que le cerveau, il a un shot de dopamine tout de suite, mais après tous les effets secondaires, l'angoisse, l'anxiété, le fait de mal dormir, la gueule de bois, etc., il fait pas le lien entre les deux, parce que ça arrive vraiment après. Donc lui, il ne fait le lien qu'entre ce shot de dopamine et l'alcool, c'est tout. Tout ce qui vient après, il ne fait pas le lien. Donc c'est à nous de lui apprendre qu'il y a un lien justement. Ouais, c'est important ça, tu vois, parce que rester dans l'immédiateté, c'est continuer de reproduire. Et du coup, je comprends la nécessité de prendre conscience qu'il y a un deuxième effet, un train peut en Voilà. cacher un autre. Il y a après quelque chose où le cerveau ne fait pas le lien. Donc, c'est à nous, ça va être à nous de le faire, en fait. Oui, c'est à nous de reprogrammer notre cerveau en fait. C'est ça le travail. Et ça se fait très bien, hein, mais c'est à nous de le faire parce qu'il le fera pas naturellement. C'est comme le carré de chocolat et sur les fesses. Donc Compris? tu fais. Alors je parle pas pour toi, mais parce que moi aussi j'adore le chocolat et c'est un peu le problème. Et mais en fait le cerveau il fait pas la relation entre les deux parce que c'est trop loin. Parce que s'il la faisait, il arrêterait tout de suite. C'est ça qui est terrible. Et puis, ce que j'entends aussi là, dans tout ce que tu as dit là, par rapport à l'alcool plus social, cette histoire c'est un peu l'enfer, c'est les autres, quoi. C'est Oui, de détacher un peu de pas présupposer déjà de ce que vont dire les autres, et que finalement, ça nous appartient, que si j'ai assez confiance en moi, dans mes choix et dans ce que j'ai décidé pour moi, alors finalement, les autres, s'habitueront. Il y a quelque exactement. chose comme ça, quoi. Alors, ça passe par, tu disais, une préparation, voilà, ça se travaille, mais c'est un pas aussi à faire. C'est un pas à faire qui donne énormément confiance en soi. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai arrêté de boire de l'alcool, j'ai multiplié par 10 ou par 100 ma confiance en moi. Ça a été extraordinaire. Et oui, déjà, bon, j'avais fait quelque chose qui me paraissait très très dur. Et puis après, je dormais beaucoup mieux automatiquement. Euh, J'étais moins fatigué, plus efficace, plus à l'écoute, c'est-à-dire que plus présent aussi, c'est-à-dire dans les conversations ou avec mes proches ou au travail. Ben, j'étais beaucoup plus là, dans l'empathie, mais aussi dans l'écoute. Euh, donc ça m'a donné, en fait, j'ai retrouvé une liberté que j'avais perdue quelques années auparavant et que j'avais oubliée d'ailleurs. Et pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Donc il n'y a aucune chance que je revienne en arrière, parce que maintenant je sais ce que je pourrais perdre si je reviens en arrière. Et tu parlais du networking, tout ça. Dans Oui. ton entourage proche, comment ça s'est passé, cette décision, ce changement? Alors le changement, tu fais Ouais. un tri dans tes relations automatiquement, que ce soit les amis ou au niveau du travail. Tu vas faire un tri puisque tu vas t'apercevoir très rapidement qu'il y a des personnes que tu ne vois que pour boire que pour boire un coup, en terrasse ou le soir, faire une fête, mais en fait, on se voit pour aller boire un coup. Et en fait, tu t'aperçois que si tu ne bois pas, eh ben, il y a plus le lien, en fait. Il n'y a plus le lien avec ces personnes. Parce que la relation n'était pas authentique, elle était juste basée sur le fait de partager une activité ensemble qui ne nous était pas vraiment profitable, en fait, pour la santé, pour notre état d'esprit, notre mental. Et en fait, tu fais le tri, hein. Tu fais le tri naturellement, ça se fait naturellement. Donc ça, c'est aussi un effet de bord pas simple non plus, parce que ça veut dire se séparer de certaines personnes, ça veut dire peut-être en avoir moins aussi autour de soi. Oui, oui, tout à fait, mais en même temps, tu t'aperçois que c'est une bonne chose, hein. Très rapidement, tu t'aperçois que c'est une bonne chose de faire ce tri, mais qui se fait naturellement, en effet. Puisque tes vrais amis, c'est les personnes qui t'aiment, en fait, elles vont t'inviter même si tu bois pas. Il n'y a pas de problème, quoi.
tu vois. Parce qu'en fait, bah, par contre, les personnes qui vont se sentir gênées parce que tu leur renvoies en miroir leur propre consommation, ces personnes-là, bah, elles vont plus vouloir partager de moments avec toi parce qu'elles vont se sentir gênées de boire devant toi ou de voir leur reflet euh, par rapport à le fait que tu boives pas, quoi. Parce que peut-être qu'elles se posent des questions. Et peut-être qu'elles ont honte aussi, qu'elles se sentent coupables, comme comme moi, je l'étais, hein. Moi, je le faisais. Donc, mais c'est vrai que bah écoute, ça fait du tri, c'est pas plus mal, hein. J'avoue. On va pas se mentir, hein. Voilà. Et puis ça permet aussi de rechercher des relations authentiques. Et le fait, encore une fois, de ne pas boire dans les événements du boulot ou dans les événements familiaux, bah, ça te permet d'être vraiment plus présent, quoi, de pouvoir vraiment échanger avec les personnes. Et souvent, bah, ce qui est intéressant, c'est que tu te souviens des conversations que tu as, Oui. de toute la conversation, de toute la journée. Il n'y a pas des moments où tu te dis, bah tiens, là, non, je me souviens pas tout à fait, quoi. Non, non, tu te souviens de tout. Et ça, c'est extra. Parce que tu vis vraiment, en fait. Tu vis à 100%. Parce que c'est vrai, quand tu bois, moi, je l'ai fait au début, c'était vraiment pour anesthésier, quoi, qui est vraiment un amortisseur entre la vie réelle et ce que je ressentais. Alors, c'est bien quand t'as des coups durs, mais les bons moments, c'est pareil. Les bons moments sont aussi anesthésiés. Donc, à partir de là, bah, tu perds beaucoup, en fait. Pour moi, j'ai perdu des années de ma vie. C'est comme ça, je le conçois avec le recul. C'est pour ça que j'accompagne les personnes parce que ce que je veux, c'est qu'ils évitent de perdre autant d'années, quoi. Autant d'années. Et tu disais aussi, j'ai lu dans un de tes posts, tu dis un truc intéressant, tu disais, en plus, on ne sait pas ce que ça peut produire. Autant tu n'es pas là pour culpabiliser l'autre ou lui faire un retour sur là où il en est, mais Non, ça peut quand même faire prendre conscience et tu autorises l'autre aussi à faire pareil parce que souvent, on peut avoir envie de ne pas boire. Moi, ça m'est arrivé, je vais chez les amis, des fois, je n'ai pas envie de boire un coup. Là, voilà, j'ai envie de, parce que je suis dans une démarche saine, etc. Mais si tu es tout seul, des fois, tu n'oses pas, en fait. c'est Et ça, voir quelqu'un d'autre qui, lui, s'autorise à, avec confiance, tu vois, et estime de lui, ça t'autorise, quoi. Et du coup, c'est ça. c'est intéressant aussi, ça. Ah oui, la pression sociale bah, est énorme, hein. Mais on se la met aussi tout seul, hein. Donc, c'est vrai que quand on va au restaurant en groupe, par exemple, le premier qui commande à boire, souvent c'est lui qui va donner le là, en fait. Hmm. Et souvent j'essaie de commander en premier. Comme ça permet, ça donne l'autorisation à d'autres de dire, bah non, ce soir je vais prendre un Perrier, ou je vais prendre un mocktail ou quelque chose sans alcool. Alors que si le premier commence par commander, je sais pas, une coupe de champagne ou une bière, bah après, bah, on est tous comme ça, hein. On a tendance à copier, voilà, ce que fait le groupe pour se sentir inclus, même si on n'en est pas toujours conscient, mais on veut se sentir inclus. C'est dans notre ADN, hein. On est comme ça, hein, les humains. Donc, si on veut pas être mis en dehors de la tribu, se retrouver tout seul avec les tyrannosaures, on a intérêt à rester dans la tribu et donc on fait ce que la tribu fait pour pas se retrouver tout seul. Et ça fait des années, des milliers d'années qu'on fait ça. Donc c'est vrai que c'est dur aujourd'hui d'aller à l'encontre de ça. Mais peut-être l'idée, et d'ailleurs tu en parles très bien aussi, c'est d'arriver à être dans la tribu en apportant même sa différence. C'est Comment, ça, quand même, tu dis, bah, je montre que je ne bois pas, mais je ne suis pas triste, je peux être aussi, c'est ça, tu vois, c'est rieur. ça. Comment tu dis ça, mais j'ai trouvé ça. Bah en fait oui, tu montres l'exemple. T'es pas obligé d'être chiant quoi, parce que tu bois pas. Hein, c'est ce qui se dit souvent quoi. Tu peux être bah, le fait d'être naturel, le fait de pouvoir t'amuser, c'est pas obligatoirement parce que t'as bu en fait. Mais c'est vrai que dans la culture, dans l'imaginaire collectif, on pense qu'on peut pas s'amuser si on boit pas, alors que ça n'a rien à voir.
Oui, puis il y a des gens qui se désinhibent, il y a toute cette partie aussi de l'image que je renvoie, oui, Oui, voilà, cautionnée un peu par toute cette pression sociale. Mais il y a aussi des gens qui n'arrivent pas, moi, j'en connais, qui n'arrivent pas à être eux-mêmes. Ils se détendent quand ils ont bu. On les voit quand ils ont bu un coup, tu vois. voilà. Tu dis, ah, Ah, donc c'est une oui, ça, façon à aller travailler ça, en fait, de comment tu pourrais faire ça sans être obligé d'être enivré. c'est vrai que c'est une prise de conscience parce qu'on, beaucoup de gens pensent que l'alcool est un lubrifiant social. C'est très répandu cette croyance en fait. Parce que les personnes qui sont un peu timides, introverties, elles se donnent du courage en buvant un coup et puis elles se voient beaucoup plus ouvertes. Elles vont plus vers les gens, elles ont plus d'interactions, mais c'est des interactions qui sont pas authentiques en fait. Ils sont complètement, comme tu disais, en fait, elles changent. Les personnes changent, elles sont plus elles-mêmes en fait, parce qu'elles ont bu quelque chose, elles ne sont plus elles-mêmes. Donc elles vont interagir de façon différente, moins authentique. Donc, ça peut aussi créer des malentendus, ça peut créer des situations qui sont pas voulues parce que l'alcool, ça désinhibe. À partir de là, on va dire des choses qu'on ne voulait pas dire ou qu'on ne pensait pas. On va s'énerver peut-être plus facilement, ou alors on va être beaucoup plus bavard, ou on va être voilà, notre comportement change en fait. On n'est plus nous-mêmes. Alors la question à se poser, c'est est-ce que je veux interagir avec les autres de façon authentique et ça va être un peu plus dur, il faut que je fasse un effort, ou est-ce que je veux que ça soit facile, mais qu'au final, ça ne m'apporte rien, ça n'apporte rien aux autres. Donc c'est deux façons de voir les choses hein, quand on interagit. C'est vrai que oui, l'alcool peut nous permettre d'aller plus facilement vers les autres, mais c'est pas nous qui allons, c'est quelqu'un d'autre en fait. Moi, je me dis toujours ça, mais dans tout, d'une manière générale, je me dis, je vais rester moi-même parce que je sais que ceux avec qui je vais interagir, eh bien, ils auront à peu près, enfin, la personne la plus proche de qui je suis, on va dire Et ça c'est comme ça. ça, c'est ça. Alors qu'autrement, je me pose la question, mais quelle personne il ou elle aime en ce moment? Celle que je montre et qui se cache derrière ce masque-là? Et si elle me connaissait, est-ce qu'elle resterait? Tu vois? C'est ça. Est-ce qu'elle serait encore là? Et du coup, comme j'ai pas envie de répondre à cette question, eh bien, j'ai le courage, parce que des fois, c'en est un, et l'audace d'être comme je suis. Mais au moins, la satisfaction, c'est que les interactions que j'ai sont pour qui je suis, vraiment. Exactement, et tu as raison, c'est du courage, mais au final, c'est super gratifiant parce que c'est ça, les personnes interagissent avec toi pour qui tu es. Si elles t'aiment, c'est pour qui tu es, et si elles ne t'aiment pas, c'est pour qui tu es. Et pas pour quelqu'un que tu t'es construit une façade, un personnage, euh, avec un rôle, quoi. Parce que souvent, c'est ça, on joue un rôle. Et pour revenir à ce lubrifiant social, le problème, c'est que si on commence, si on se laisse aller, si on manque de courage, justement, à boire quelque chose pour être désinhibé, c'est que après, on va le faire tout le temps. En fait, c'est là où l'addiction se met en place aussi. C'est-à-dire qu'on va se dire, si je bois pas un coup, je vais pas y arriver. Moi, je connais des gens qui, pendant très longtemps, même n'avaient jamais fait une date, n'avaient jamais fait un rendez-vous amoureux sans avoir bu. Mm. Ils savaient pas ce que c'était. Parce qu'ils pensaient que s'ils ne buvaient pas, ils n'allaient pas réussir à intéresser l'autre. Mais seulement ils l'intéressent avec une personnalité qui est pas la leur, en fait. C'est comme si on se baladait avec un masque sur la tête et en fait, on montre pas qui on est. Et comme tu disais, on sait pas ce que les gens aiment de nous. Est-ce que c'est qui on est vraiment ou est-ce que c'est cette façade? Bon, alors du coup, si j'ai envie de me sortir de tout ça et que je t'appelle, Oui. raconte un Alors, peu si tu, qu'est-ce que tu vas me proposer? alors quand tu m'appelles, donc j'ai un agenda électronique, hein, c'est facile de prendre un rendez-vous, de le caler. À partir de là, je t'appelle
Et pendant 15 minutes à peu près, on va déjà faire un point sur la situation, où tu en es, quelles sont tes attentes et comment tu vis bah, ton rapport avec l'alcool dans le présent et surtout ce que tu aimerais, ce que tu aimerais en faire, ce que tu aimerais faire de ta vie vis-à-vis de cette consommation de ce produit. Et à partir de là, si tu veux justement reprendre le contrôle, ben on va mettre en place un programme d'accompagnement, puisque le but c'est ça, c'est que je t'accompagne de façon personnalisée pour comprendre d'abord, comprendre comment l'alcool interagit avec ton cerveau et ton corps, et comment arriver à avoir ce déclic qui te permette instantanément de ne plus avoir envie d'alcool, tout simplement. Et puis après, j'ai un accompagnement qui se fait sur le long terme, si tu en as envie, pour justement échanger régulièrement sur ce sujet, pour te permettre de rester dans cet état d'esprit. Hmm. Oui, parce Alors, que il y a comme presque un deuxième marathon là qui commence. C'est qu'une fois que j'ai arrêté, il faut maintenir. faut maintenir. La rechute peut être, voilà, est toujours un peu, peut être toujours un peu présente. Bah, au début, les premiers mois, oui, on a cette angoisse de se dire est-ce que je vais rechuter ou pas, quoi. Parce qu'on en a tellement, on a déjà rechuté, puisque souvent, c'est pas la première fois qu'on essaie d'arrêter. Mm. Donc, on l'a déjà vécu. On sait que, il y a un moment, on a rechuté. Mais sauf qu'avant, on le faisait avec la volonté, alors que là, c'est une manière de voir les choses. Mais c'est important, oui, d'avoir un accompagnement sur quelques mois. C'est, pour certaines personnes, ça les aide à reprendre confiance, justement. Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'on rechute? Alors, ça peut être souvent un coup dur, c'est-à-dire un décès, un problème au boulot, ou quelque chose où on se sent impuissant, où on a envie justement de se couper de la réalité, ne plus souffrir. Donc ça c'est les raisons principales. Après, une fois qu'on a compris ce que l'alcool faisait sur nous, bah, comme je disais, ça n'intervient pas. Mais quand on utilise la volonté, oui, c'est ça, c'est la fatigue mentale, le fait de vouloir s'échapper. C'est ça qui nous fait rechuter. D'accord. D'où l'importance, ça peut être une aide d'avoir quelqu'un justement qui connaît ça, qui maîtrise un peu les différentes phases, enfin en termes de, voilà, de connaissances, de ressenti et d'expérience et qui peut aider à traverser, quoi. Complètement, le fait de l'avoir vécu, d'être passé par là, je sais quelles sont les différentes phases et surtout, la personne que j'accompagne peut échanger facilement avec moi et en cas de coup dur, elle m'appelle et je suis là pour l'aider à traverser ce petit moment. Hein. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle le craving, cette envie irrésistible de boire, et ça dure très peu de temps, ça dure 10 minutes à peu près. Mm. Donc il faut juste passer ce moment. Et plus on avance dans le temps, moins on en a de ces épisodes. En fait, c'est comme une vague, hein. Alors, elle monte et elle redescend. Donc il faut la regarder, il faut savoir qu'elle va monter, qu'elle va redescendre. Et à partir de là, quand on le sait, quand on en est conscient, eh bien, on l'accepte et puis ça passe très vite. Ça passe très vite. Ok. Et il y a une question qui me vient, je te pose des questions comme une... Dis-moi. Euh, euh, dans le corps, parce que tu sais, quand il y a dans le phénomène d'addiction et tout ça, Ouais, certaines addictions, il y a des symptômes physiques qui ouais. créent de l'expression du manque et du coup qu'il faut dépasser. Il y a ça dans l'alcool? Alors, il y a ça dans l'alcool, hein. Alors, moi, je considère, d'après ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu et ce que j'ai étudié, il y a à peu près 10% des symptômes sont physiques, le reste est psychologique, hein. C'est vraiment, donc les symptômes physiques, on les a au début mais quelques jours quand on arrête de boire de l'alcool, on a une sensation, on a un vide dans le corps, on sent un besoin quoi, qui est physique. Mais après, ça disparaît très rapidement. Après, les personnes qui sont vraiment malades, c'est-à-dire qui vont boire 6-7 litres par jour d'alcool, ça c'est vraiment, ça devient pathologique parce que quand elles arrêtent ce qu'on appelle le sevrage,
Ça peut être très problématique. Donc ça, c'est plutôt en milieu hospitalier qu'il faut le faire parce que là, le corps réagit. Le corps réagit et il peut y avoir des choses très 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 graves, hein. On peut en mourir si on n'est pas suivi, puisqu'en fait le corps ne comprend plus, le cerveau ne comprend plus en fait ce qui se passe. Il est complètement déréglé par l'alcool et il n'y a plus d'alcool, donc il ne sait plus ce qui se passe. Donc là, pour les personnes qui boivent toute la journée, qui sont alcoolisées toute la journée, du matin au soir, c'est plus une prise en charge médicale qu'il faut voir au début. Et pour toutes les autres personnes, ben non, elles peuvent s'arrêter du jour au lendemain. Il y a pas de souci. D'accord. Alors, tu es présent où, Sylvain? Je te vois. Alors, Il y a Insta, ça j'ai vu, Instagram. ben, je suis Insta, donc YouTube. J'ai un blog, c'est le blog Un an sans alcool. Bah, ma chaîne YouTube et Insta, Facebook, TikTok, etc. C'est Sylvain Rouget, simplement. R-O-U-G-E-T, hein, comme le poisson. Et D'accord. puis sinon, je suis aussi présent, mais là dans le milieu associatif, où là j'accompagne des personnes où j'anime des groupes de parole avec d'autres bénévoles. Donc, c'est ce qui me permet aussi d'être au contact de personnes qui ont des besoins, mais qui ne sont pas ma cible. C'est-à-dire que je ne vois jamais de chef d'entreprise ou d'entrepreneur dans les groupes de parole, de cadre. Parce qu'encore une fois, ils n'ont pas envie d'être vus, puis surtout, ils n'ont pas le temps, quoi. Donc, ils sont pas là. Euh, voilà un petit peu. Sinon, bah oui, principalement sur Insta et puis sur LinkedIn aussi, j'avais oublié. C'est mon canal aussi principal puisque c'est le canal qui est souvent utilisé par les chefs d'entreprise ou les managers ou les entrepreneurs. Un dernier message, Sylvain, avant qu'on ne se quitte, parce que je vois l'heure qui tourne. Ça... Oui, ben écoutez, j'invite les personnes qui se sentent concernées par le sujet à, à aller me consulter mon blog, Un an sans alcool. Et puis dessus, j'ai régulièrement des offres de formation, de produits qui peuvent les aider justement à faire un premier pas. Elles peuvent aussi me contacter directement dessus. Je répondrai avec plaisir pour échanger et puis voir si en effet je peux les aider. Puisque mon but c'est ça, hein, c'est d'éviter à tout le monde de vivre ce que j'ai vécu. Très belle démarche. Merci. Sylvain, merci beaucoup Et merci Catherine. de nous avoir accordé ce temps. Moi, j'ai passé un très bon moment. J'ai appris plein de choses aussi, tu vois, sur euh, comment on peut se laisser surprendre, en fait. C'est ça un peu qui Oui, me vient. Parce que euh, si je vais retenir un truc, mais il y a plein de pépites, donc je vous invite vraiment à revoir et revoir la vidéo parce que Sylvain a livré vraiment beaucoup de choses. Mais si je retiens un truc, c'est que faut arrêter de se comparer en fait, parce que si on oui. regarde les autres, on aura toujours une bonne raison de continuer. C'est exactement ça. Parce qu'on a toujours quelqu'un qui boit plus que nous en fait. Ça, c'est, tu vois, pour moi, c'est un bon point de repère. Sylvain, je te dis à très bientôt parce que je sais qu'on va se revoir. Oui. Eh bien, à bientôt Catherine. Merci encore. Encore merci. Nous voilà arrivés au terme de cette interview. Si tu t'es senti concerné parce que tu t'es reconnu dans cette histoire de je bois un peu pour faire comme les autres, cet alcool social, ce lubrifiant social dont parle Sylvain, si tu as essayé de faire plusieurs jours sans alcool et que tu n'as pas réussi, peut-être tu pourrais, ça serait intéressant que tu ailles voir son blog parce que il livre pas mal de choses en plus de tout ce qu'il a livré dans l'interview. Si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui pourrait être intéressé, que ça pourrait aider, partage cet épisode. Et puis, comme rituellement, hein, si tu as envie d'être informé des autres parutions, des autres
épisodes, moi je vais venir parler des autres addictions et notamment prochainement je parlerai de l'addiction aux écrans, voilà, qui peut-être parlera à un plus grand nombre. Donc si tu as envie d'être au courant de quand cela va sortir, abonne-toi, active la cloche aussi. Et en description, je vous ai mis toutes les coordonnées de Sylvain. Et puis je vous rappelle que si tu es hypersensible, tu t'es reconnu aussi dans les signes, les critères les manifestations, pardon. Je cherche mes mots un peu. J'étais très émue à l'écoute de cette interview. Si tu es hypersensible et que tu as envie d'avoir un peu des clés aussi pour justement ne pas arriver à avoir des addictions parce que tu as été obligé de compenser la gestion de tes émotions, de ton stress, etc. Télécharge dans la description le cadeau que je t'offre pour mieux gérer. Voilà, et j'aurais envie de terminer avec une phrase qu'a dite Sylvain, et en tout cas qu'il partage souvent sur ses réseaux. Il dit « Pas besoin de tout changer en un jour, ça commence par un pas. Et ce pas peut commencer aujourd'hui. » C'est valable pour les addictions, c'est valable pour tout changement, c'est valable dès lors que tu prends une décision. À très vite.